Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On laisse Fabio, donc, comme convenu, faire l'introduction. Oui, bonjour à toutes et à tous. Fabio Rinaldi, donc Big Mat France. Je suis désolé, j'ai le micro, mais je n'ai pas la caméra. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes réunis à l'initiative notamment de Ali, que les adhérents, en tout cas de Big Mat, connaissent bien, et sur un sujet qui est hautement important, en tout cas pour vous toutes et tous, c'est notamment toute la cybersécurité, puisqu'on constate que on est de plus en plus soumis à ces risques et par expérience, notamment dans le réseau Big Mat, eh bien, on a certains adhérents qui ont pu vivre des attaques et il peut y avoir des conséquences qui peuvent être très très graves pour vos entreprises. Et donc, c'est un sujet qu'on prend à bras le corps. Alors aujourd'hui, on l'a fait d'une façon originale dans le sens où Ali, qui dirige CEAPS que nous partageons avec nos confrères coopératives non concurrentes de Socoda, et on a décidé, pour être plus efficace sur ce sujet, de faire ça ensemble et de vous sensibiliser ensemble. Donc Ali, je te passe la parole pour que tu puisses présenter le sujet et peut-être Cécile et son équipe de chez Stoic. D'accord. Bonjour à tous. Donc, bon nombre d'entre vous me connaissent. Donc, j'ai eu à l'occasion à plusieurs reprises d'attirer votre attention sur les cyberattaques. On a fait, pour quelques-uns d'entre vous, vous avez reçu des études et récemment, donc c'est pas volontaire, mais récemment, la semaine dernière, il y a un gros groupe mutualiste qui a été attaqué. Il y a 33 millions de données de Français qui ont été hackées. Et pas plus tard que ce week-end, une clinique également, quoi. Donc régulièrement, j'ai attiré votre attention sur le sujet des conséquences financières d'une attaque cyber. Et initialement, les conditions de souscription étaient quand même relativement faciles. Le marché s'est durci, vous savez aussi bien moi, suite aux différentes attaques. Et aujourd'hui, on a noué un partenariat avec le cabinet Stoic, qui est assez innovante, où il scanne en permanence en fait vos serveurs, ce qui permet de limiter l'attaque. Si l'attaque, elle peut être maîtrisée en interne chez Stoic, quoi. Donc, je vais laisser la main à Cécile qui va présenter Stoic et Benjamin sur la partie technique, leurs solutions, les conseils qu'on peut vous donner et l'assurabilité de vos risques. Merci Ali pour l'introduction. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Cécile Salama. Je suis responsable des partenariats courtage chez Stoic. Si on vulgarise un petit peu, Stoic, on est un assureur spécialisé sur le risque cyber. On ne fait que ça. On a une approche un petit peu différente par rapport à ce qui est proposé sur le marché, mais je ne grille pas les étapes, on y reviendra plus tard. Et comme ça a été dit en introduction, aujourd'hui, le risque cyber, malheureusement, c'est devenu un risque qui est universel, qui touche tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise, toute zone géographique. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Et donc, en ce sens, on a décidé d'organiser ce webinaire pour justement vous apporter des billes, pour rendre le sujet un petit peu plus tangible, parce qu'on est conscient que c'est un risque qui est nouveau, c'est un risque qui est technique et donc très peu connu ou en tout cas maîtrisé sur le marché. Et donc, le but de cet entretien aujourd'hui, c'est de vous donner vraiment une meilleure visibilité de ce que ça représente aujourd'hui, le risque cyber. Qu'est-ce que c'est qu'une cyberattaque? Comment ça se passe? Quelles sont les conséquences? Comment on peut justement anticiper ce risque au maximum? Et donc, je suis accompagnée par Benjamin Kosperek, qui est notamment un collaborateur de Stoic, que je laisse se présenter. Merci, bonjour à tous. Donc pour me présenter très rapidement, donc comme l'a indiqué Cécile, je suis un collègue Stoic. Donc moi, mon rôle est un peu particulier. Je suis expert cyber au sein de la société. Et donc moi, mon rôle est d'accompagner en fait les courtiers sur la compréhension du risque cyber de leurs clients, définir le périmètre ensemble, transmettre de l'information. Donc les courtiers me voient comme un facilitateur de business. On t'entend mal, Benjamin. Est-ce que soit tu peux parler plus fort, soit tu peux prendre le micro? Ah non, je vais parler un peu plus fort. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez toujours pas très bien. Donc ce que je disais, c'est que je suis un collègue de Cécile et donc mon rôle est d'accompagner en fait les courtiers, tout simplement chez nous, dans la compréhension du risque cyber, définir le périmètre de risque aussi. Et j'ai une casquette un peu technique dans le sens où parfois nos outils trouvent des vulnérabilités qui empêchent la souscription du contrat d'assurance.
Et donc, moi, mon rôle, c'est de lever ces vulnérabilités-là pour ensuite permettre la signature. Donc, je suis vraiment, pour résumer, un facilitateur de business et une personne accessible sur le plan technique. Benjamin, on se splittera les micros parce que le son n'est pas très bon quand on reste sur le même ordinateur. Bon, j'allais vous donner les consignes du webinaire, mais je vois que vous avez déjà découvert le chat. Effectivement, on est sur un modèle qui est un peu particulier. Ce format-là ne nous permet pas de désactiver vos micros pour des raisons de gestion et d'efficacité. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que vous avez en bas à droite à la fois un chat dans lequel vous pouvez directement nous poser vos questions, nous solliciter s'il y a des éléments sur lesquels ou des wordings sur lesquels que vous ne comprenez pas, tout simplement. Le but, c'est que ce soit un échange, une discussion. On n'est pas sur un cours académique, mais c'est vraiment d'être dans fluidifier finalement cette information. Il n'y a pas de questions idiotes. Le format est là pour que justement tous les sujets sur lesquels vous souhaitez revenir ou qui ne vous semblent pas clairs soient abordés, évoqués, traités. Donc n'hésitez surtout pas. Et on pourra toujours revenir ultérieurement à la suite de cette réunion. En fait, vous pourrez toujours me contacter et on pourra faire toujours des Teams par société. Donc, pour aller approfondir la question, on l'a déjà fait avec Cécile et Benjamin, où on a pu lever certains risques et voilà. Donc là, c'est une première approche et après, surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour approfondir vos questions en partenariat également avec vos prestataires informatiques, parce que bon, c'est qui est la direction, mais peut-être aussi que votre SI soit présent, quoi. Tout à fait. Par ailleurs, ce webinaire est enregistré. On vous fera parvenir le replay par la suite. Donc, je pense qu'on peut démarrer maintenant que les présentations ont été faites. Hop. Normalement, vous devriez bien voir mon écran. Je vous ai remis une introduction pour comprendre un petit peu quelles étaient les différentes parties prenantes à l'origine de l'organisation de ce webinaire. Je vais passer très vite pour rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, si on essaie de simplifier un petit peu ce qu'on entend derrière le terme cyberattaque, on sait que c'est d'actualité, on en parle dans les médias, on a cité quelques exemples tout à l'heure, mais il y a aussi des gros noms sur les dernières années qui ont été cyberattaqués. Je pense à MMA, je pense à Saint-Gobain, je pense à Eiffage, M6, dans ceux qu'on a le droit de citer. Mais ça reste quand même très flou. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire aujourd'hui une cyberattaque, comment ça se passe ou les conséquences que ça peut avoir pour une entreprise. Si on résume en une phrase ce qu'on entend comme une cyberattaque, c'est une intrusion malveillante dans le système d'information d'une entreprise. C'est un attaquant qui va essayer de s'introduire chez vous, si on prend une analogie beaucoup plus simple. Donc en informatique, c'est rentrer dans votre système d'information alors qu'il n'y est pas autorisé. Très souvent, le but principal, c'est voler de l'argent. Ça peut avoir différentes formes, mais très très souvent, ça va être un but lucratif, espionnage industriel, perturbation d'activité. Pour que vous compreniez un petit peu d'où est né finalement ce terme de cyberassurance, cyberattaque, pourquoi aujourd'hui les entreprises sont aussi sensibilisées. On remarque aujourd'hui 3 pivots sur le marché de l'assurance cyber. Le premier, c'est l'assurance cyber est née aux États-Unis dans les années 2000, comme beaucoup de concepts, à la demande des entreprises. Donc ce sont des entreprises historiquement qui sont l'équivalent un petit peu du CAC 40, qui stockaient de la donnée confidentielle et sensible de leurs clients, de leurs prestataires, de leurs fournisseurs, et qui un jour se sont dit que se passerait-il si cette donnée elle fuite? Que se passerait-il si cette donnée elle est volée, si elle est divulguée? Quelles sont les conséquences finalement auxquelles on serait confronté? Et donc ces entreprises se sont rapprochées des courtiers, se sont rapprochées des assureurs en exposant cette problématique, et donc ils ont commencé tous à construire ensemble une assurance propre qui est à l'origine de cette notion d'atteinte aux données. C'est de là où est née l'assurance cyber, qui historiquement naviguait sur différentes lignes traditionnelles, fraude, RC, dommages. Dans les années 2010, le principe commence à arriver en Europe. On a des dirigeants d'entreprise, on a des risk managers qui se rapprochent de leurs confrères américains et qui demandent notamment à s'assurer contre ce risque cyber nouveau. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, le marché, il est très sain. On a peu de sinistralité, il y a peu de cyberattaques, ce qui signifie que les modalités de souscription sont assez facilitées. On n'a pas, voire peu de prérequis techniques à l'entrée. On est très flexible sur quel risque, quel secteur d'activité, quelle taille d'entreprise on est capable, nous, d'assurer en tant qu'assureur. On a des primes qui sont relativement faibles. C'est un marché qui est assez sain.
troisième pivot, dans les années 2017 et accentué dans les années 2020 dû à quelque chose qui s'appelle le Covid, on a un vrai retournement de marché. Pour la simple et bonne raison qu'on a déjà l'arrivée d'un nouveau virus qui fait peur à tout le monde. C'est un virus qui s'appelle le ransomware. On y reviendra après. Le ransomware, en quelques mots, c'est un virus qui vient tout crypter. Vous ouvrez votre ordinateur, vous avez une page noire qui s'affiche et on vous demande une rançon pour débloquer le système. Donc ça fait très peur à la fois aux entreprises et aux assureurs pour la simple et bonne raison que ça a un impact direct sur la perte d'exploitation. Plus vous allez être assujetti à l'informatique, plus forcément le risque de ransomware est assez conséquent. Donc là, on voit forcément un marché qui évolue. À la fois, on a de plus en plus d'attaques à l'échelle mondiale. Je les citais tout à l'heure, les Saint-Gobain, les MMA, les FH, les M6. On a plus d'attaques en tant que telles, mais aussi les attaques auxquelles on est confronté sont beaucoup plus violentes en termes d'intensité, dues à ce fameux ransomware. Et on voit notamment qu'il y a une évolution dans les organisations d'attaquants, là où historiquement on était sur un attaquant qui était seul, isolé, qui parfois pouvait aussi se tester techniquement parlant pour savoir jusqu'où il pouvait aller. Aujourd'hui, on est sur des organisations à part entière où chacun a un rôle défini. Le premier va créer le virus qui va le vendre au deuxième, le deuxième va essayer d'entrer, le troisième va aller un petit peu plus loin, etc., etc. Forcément, ce côté assurantiel, ça a rabattu les cartes. On n'est plus du tout sur un marché sain, ce qui signifie qu'on a de plus en plus de prérequis à l'entrée. On est sur une souscription qui est de plus en plus difficile, avec des questionnaires cyber sur lesquels on va essayer d'aller dans le détail pour comprendre quelle est la posture, si on avance ou pas, sous quelle modalité. On a une explosion des prix, etc., etc. Tu voulais dire peut-être quelque chose, Benjamin ? Prends ton micro. Alors, excusez-moi. Voilà, le micro n'était pas encore coupé. Normalement, là, vous devez mieux m'entendre de mon côté. Juste pour enrichir les propos de Cécile, donc comme en fait ça a été indiqué, vraiment dans les années 2000, on est dans le début d'Internet, de la démocratisation. Donc on est surtout vers des cyberattaquants, en fait, pour vous donner un peu de contexte, sur des ingénieurs en fait qui sont là pour tester des entreprises. Typiquement, c'est le lancement, la démocratisation de Windows. Et Bill Gates fait un message en indiquant que sa société est la société la plus sûre du monde en termes de matériel informatique, etc. Et souvent, des ingénieurs se mettent au défi d'aller craquer, d'aller attaquer Windows. Maintenant, il n'y a pas de demande de rançon. Ils sont pas là pour faire de l'argent à cette époque-là. C'est surtout d'un point de vue scientifique et d'un point de vue défi technique. Durant les années 2010, c'est plutôt le ventre mou, c'est-à-dire qu'on commence à voir les premières cyberattaques où là, les attaquants sont des opportunistes, sont des personnes qui ne sont pas là pour de la technique, mais qui sont là pour gagner de l'argent. Donc en fait, le génie côtoie vraiment le bidouilleur en informatique qui est là pour gagner de l'argent. Et en fait, là, comme on le voit avec le troisième pivot, c'est qu'en fait, le marché de la cyberattaque s'est complètement segmenté, c'est complètement professionnalisé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la mafia qui opère à ce niveau-là. Et donc, notamment au niveau des outils, pareil, avec l'évolution d'Internet, les outils sont devenus complètement démocratiques. Vous connaissez certainement chez vos clients ce qu'on appelle le SaaS, le Software as a Service. Et d'un point de vue dark web, marché noir, on a l'apparition du RAS, du Ransomware as a Service. C'est-à-dire des attaquants qui se spécialisent dans la construction de malware, de solutions pour attaquer des entreprises clés en main. Et donc là, il y a concrètement une démocratisation, c'est-à-dire que même la personne qui n'est pas très forte en informatique est capable de causer en fait beaucoup de dommages à la société qui décide d'attaquer. Pour vous donner 3 profils de cyberattaquants aujourd'hui, ce qu'on trouve sur le marché, on a l'info-stealer, c'est-à-dire l'attaquant qui cherche à rentrer dans une société, à dérober de l'information pour ensuite la vendre sur le marché, sur le dark web, comme l'indiquait Cécile. Et ensuite, on a des cyberattaquants qui décident d'agir pleinement pour attaquer une société, aller jusqu'au bout. Et donc là, on voit ce qu'on appelle de la double extorsion, voire aujourd'hui de la triple extorsion. La double extorsion, c'est l'attaquant qui rentre, qui bloque l'entreprise et qui ensuite va faire du chantage à l'information qu'il a dérobée. Donc même si on arrive à faire sortir l'attaquant, il revient par la fenêtre en mettant en place ce système de chantage et de pression morale. Et la triple extorsion, c'est quoi ? C'est l'attaquant qui va crypter, rançonner, qui va chercher à rançonner l'information qu'il a dérobée. Et en plus de ça, si jamais vous décidez de ne pas passer à table, de ne pas lui transmettre les informations, c'est de s'en prendre potentiellement à vos partenaires, à vos fournisseurs, à vos clients,
voire même dans votre vie perso, potentiellement à vos différents contacts. Donc, faire en sorte que la pression morale arrive jusqu'au bout pour que l'attaquant puisse obtenir quelque chose. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des hôpitaux. Il faut savoir que les cyberattaquants qui ont attaqué les hôpitaux ne savaient pas à l'origine qu'ils attaquaient un hôpital. L'attaquant, en fait, est un opportuniste, donc dès qu'il voit une faille, il l'exploite, quel que soit le secteur d'activité. Donc, en fait, vous pouvez vous appeler Thalès ou vous pouvez être le fleuriste du coin. À partir du moment où l'attaquant va savoir qu'il peut rentrer rapidement et gagner rapidement de l'argent, quitte à ce que ce soit simplement 2 000, 3 000, 5 000 euros, si ça lui a pris 30 minutes, son temps est largement remboursé. Voilà. Top. Donc, c'est une excellente transition pour justement comprendre qu'est-ce qu'on entend par cyberattaque, c'est quoi le déroulé, comment ça se passe concrètement aujourd'hui. Si on résume, c'est bien évidemment grossi pour que ce soit plus fluide dans l'échange. Aujourd'hui, une cyberattaque, on peut la résumer en trois grosses étapes. La première étape, on en parlait tout à l'heure, c'est que l'attaquant va chercher à s'introduire chez vous. Il a deux manières de s'introduire. La première manière, c'est d'exploiter une faille technique. Une faille technique, c'est par exemple, vous avez un antivirus qui n'est pas à jour, vous avez un logiciel qui n'est pas à jour, et bien ça génère derrière une faille, une opportunité finalement pour l'attaquant. Cette faille-là, il va essayer de l'exploiter pour s'introduire, si on revient tout à l'heure, dans votre système d'information, rentrer chez vous. Il faut savoir que l'exploitation de la faille technique, ça représente aujourd'hui 20% des cyberattaques. Donc, c'est pas grand-chose. Les 80% restants, c'est l'exploitation d'une faille humaine. Vous avez tous, je pense, sur un plan pro ou perso, été confrontés à ce qu'on appelle du phishing, c'est-à-dire des fameux mails ou des SMS frauduleux où on se fait passer pour un tiers de confiance, on essaie de dérober des informations, de vous faire cliquer sur une pièce jointe, de télécharger une PJ, etc. etc. C'est ce qu'on appelle du phishing. Et ça, les attaquants, ils en sont fans parce qu'ils savent que les collaborateurs sont peu sensibilisés, ils savent que les collaborateurs ont la tête dans le guidon parce qu'ils sont dans le business, ils savent que globalement, le 25 décembre, les vacances d'été ou autres, on est moins regardant pour X ou Y raison. Et donc, pour toutes ces raisons-là, l'attaquant, comme disait Benjamin, il est fainéant. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va automatiser des listes et des listes d'entreprises, des milliers et des milliers d'entreprises, sans distinction de zone géographique, secteur d'activité ou autre. Et il va lancer une seule et même tentative d'intrusion. Il se met en retrait et il regarde là où il est capable de mettre le premier pas dans la porte. Les MMA, les Saint-Gobain, les M6, les Eiffage qu'on vous citait tout à l'heure, vous vous doutez bien que ce sont des énormes entreprises qui ont investi sur des sujets de sécurité informatique, qui ont des équipes techniques, des DSI, des RSSI, des prestataires, etc. Mais l'humain aujourd'hui permet très facilement à un attaquant d'entrer. Il lui suffit d'un mail sur lequel aujourd'hui notre comportement va être mauvais pour permettre à l'attaquant d'entrer dans le SI. Ce qui nous amène à la deuxième étape. Une fois que l'attaquant est entré, ce qu'il va chercher à faire, c'est de gagner du pouvoir. Gagner du pouvoir en informatique, c'est devenir administrateur. C'est de cette manière qu'il aura les clés du camion et qu'il sera en mesure de faire très mal au moment où il va, troisième étape, lancer son attaque. Lancer son attaque, ça peut avoir plusieurs formes. On a trois grosses familles de cyberattaques qu'on retrouve très souvent. La première, on en a parlé, c'est le ransomware, un virus qui crypte tout, on vous demande une rançon pour débloquer le système, perte directe d'exploitation. La deuxième famille d'attaques auxquelles on est confronté, c'est le détournement de fonds, ce qu'on appelle en d'autres termes la cyberfraude. Un attaquant qui s'introduit dans vos systèmes, au début il ne fait rien, il est discret, il est dans l'analyse, il est dans l'observation. Il va regarder quels sont les virements que vous faites, quel montant, quelles échéances, quelle partie prenante, qui est en congé, à quelle date. Et partant de là, une fois qu'il a compris un petit peu la mécanique derrière votre organisation, en tout cas sur ces sujets de fonds, il va discrètement changer le RIB du fournisseur en mettant le sien. Vous pensez avoir payé le fournisseur alors qu'en réalité, vous avez payé l'attaquant. Et très, très souvent, on s'en rend compte des mois et des mois plus tard lorsque le fournisseur vous rappelle en vous disant il y a une facture qui n'a pas été payée, sinon, et en creusant, on se rend compte que le RIB a été changé. La troisième famille, c'est de là où est issue la cyberattaque, vous l'aurez compris, c'est toute la notion d'atteinte aux données. Vol, divulgation, revente de données confidentielles et sensibles. Aujourd'hui, toute entreprise est assujettie aux règles RGPD. Les règles RGPD, on considère qu'une donnée est confidentielle et sensible dès lors qu'elle concerne des données personnelles, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, des données bancaires, RIB, IBAN, ou des données médicales, numéro de sécurité sociale ou autre.
rajouter Juste ajouter un petit mot, notamment aussi par rapport à la slide précédente. Donc, Cécile vous expliquait comment ça se passait en fait pour un cyberattaquant, la phase d'intrusion, d'augmentation des privilèges, et puis en fait de décharger sa charge virale, donc de lancer le cryptage et le rançonnage à vaste échelle. Ça fait un petit peu écho sur ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le cyberattaquant comme une personne identique. C'est-à-dire que si vous êtes face à un infostealer, l'intrusion et arriver sur une boîte mail, ça lui suffira amplement. Pourquoi ? Parce que compte tenu de votre secteur d'activité, une boîte mail, elle renferme plein d'informations. Si vous êtes un expert comptable, un notaire ou un avocat, pas besoin d'aller plus loin. Surtout que le cyberattaquant n'a potentiellement pas les compétences d'aller plus loin. Donc ça fait un lien avec le deuxième point que je voulais aborder. Le chaos d'une cyberattaque, souvent, c'est lié à la compétence du cyberattaquant. Ou vous êtes sur un attaquant en fait qui va se limiter à la boîte mail parce que c'est son rôle, ou alors vous êtes face à un attaquant qui potentiellement n'a pas beaucoup de compétences pour aller au-delà. C'est pour ça que mettre en place des petites barrières de mots de passe robustes, de double authentification, d'avoir par exemple un Active Directory plus sûr, ça permet de s'enlever une énorme épine du pied. Par contre, si vous tombez sur un cyberattaquant, pour le coup, qui est chevronné, il faut imaginer que le scénario catastrophe, il peut se produire. Et ça arrive bien plus qu'on ne le pense. Je pense qu'on n'en parlera pas sur ces webinaires-là, mais ça me fait penser au cas d'une entreprise qu'on a aidée, où toutes les sauvegardes étaient tombées, où l'attaquant avait pu paralyser entièrement le système d'information de la société. Et donc, on a dû créer une espèce de bulle protectrice sans Internet pour aider cette entreprise-là à se remettre. Donc, il faut vous dire qu'à chaque étape et à chaque échelon, ça peut représenter un risque très important. Est-ce que jusqu'à présent, déjà, vous avez des questions ou des sujets sur lesquels vous souhaitez revenir? Il nous arrive aussi parfois d'avoir beaucoup d'anglicismes, on ne s'en rend pas forcément compte, donc n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas du tout de mauvais sujets à aborder ou de mauvaises questions. C'était le but. Si on est trop technique. Je n'en doute pas. En tout cas, n'hésitez surtout pas. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure plutôt que de tout reprendre à la fin. Comme ça nous permet d'y répondre sur les sujets chauds. Hop. Pour finir, donc forcément, maintenant on a compris ce que c'était une cyberattaque, comment ça se passait, quelles sont forcément les conséquences pour une entreprise. La conséquence principale, elle est financière. Elle est financière parce qu'on a parlé de perte d'exploitation, parce qu'on a parlé de détournement de fonds dans le cadre d'une cyberattaque. Ce qu'on anticipe moins aussi, c'est le décalage de la trésorerie et surtout la restauration de votre système d'information. Une fois qu'on a compris qu'il y avait un cyberattaquant chez vous, le but, c'est de le dégager et de nettoyer les serveurs et les PC pour les remettre dans l'état initial dans lequel ils étaient avant cette attaque. Sauf que ça, c'est un coût qui est très élevé sur le marché. C'est un coût qui est élevé. C'est d'ailleurs le deuxième coût le plus important après la perte d'exploitation, parce que très souvent, c'est ce qu'on appelle du TJM, c'est du jour homme qui est facturé. Et c'est des ingénieurs qui vont revenir pour justement faire ce travail de remédiation. Et ça se chiffre très, très vite aujourd'hui, cette technicité sur le marché. Deuxième conséquence, elle est assez logique, la réputation. Aujourd'hui, une entreprise qui est cyberattaquée, elle peut être assujettie à la perte de crédibilité envers ses clients, ses fournisseurs, ses prestataires, qui peuvent notamment se tourner vers la concurrence. Et puis pour finir, des conséquences opérationnelles, ça prend du temps de résoudre une attaque cyber. Il y a tout un procédé à suivre, il y a plein d'obligations légales, notamment qui gravitent autour de ces notions d'atteinte aux données ou autres, mais on y reviendra. Il y a l'activité qui a ralenti, voire complètement interrompue. Je prends un exemple, un site e-commerce qui demain subit une cyberattaque, c'est 100% de perte d'exploitation. De la même manière qu'un transporteur, un logisticien qui n'a plus ses outils de traçabilité des marchandises, si la marchandise est une denrée périssable, on est sur des grosses logiques de perte d'exploitation. Idem pour n'importe quel business qui a de la saisonnalité. C'est des choses comme ça qu'on va retrouver malgré les différentes industries, mais qui sont assez communes auprès du marché. Je vous ai mis notamment quelques chiffres aujourd'hui qui montrent à quel point ce risque est universel et à quel point il peut être grave et conséquent pour une entreprise. En 2022, on a 40% des cyberattaques qui ciblaient les PME. Elles ciblaient les PME pour la simple et bonne raison que la PME se sont moins concernées, parce qu'elle est plus petite,
parce qu'elle a déjà un prestataire informatique, parce qu'elle est hébergée dans le cloud, parce qu'elle a des firewalls, parce qu'elle a des antivirus. Je vous donne volontairement toutes les objections auxquelles on est confronté. Malgré tout ça, aujourd'hui, il y a une vraie sensibilisation à apporter auprès de ces entreprises parce que c'est tout simplement la facilité de l'attaquant qui va aller les viser en premier lieu. Soit parce qu'elles sont moins protégées, soit pour atteindre un plus gros. Un Bouygues aujourd'hui est beaucoup plus sécurisé normalement qu'une petite entreprise, mais si cette petite entreprise travaille avec ce Bouygues, eh ben, un attaquant peut aller viser le petit pour faire des sauts de puce finalement et atteindre un plus gros par la suite, de par ces interconnexions. 60% des PME qui subissent une cyberattaque mettent la clé sous la porte dans les 18 mois qui suivent. Parce que tout simplement, lorsqu'on subit une cyberattaque et qu'on n'est pas du tout prévenu, qu'on n'a pas anticipé, qu'on ne sait pas vers qui se retourner techniquement parlant pour régler ça au plus vite, bah, malheureusement, le temps joue contre nous, c'est notre pire ennemi dans la cyber. Et puis la stat le montre, 60% d'entre elles mettent la clé sous la porte dans les 1 an et demi qui suivent. Ce que je vous disais tout à l'heure, 80% des cyberattaques démarrent par l'exploitation d'une faille humaine. Et on est à peu près à 30% de perte de chiffre d'affaires moyen pour les entreprises qui sont victimes de ransomware, donc ce fameux virus qui vient tout crypter avec demande de rançon. On est un pays en France, la France est un pays qui est beaucoup rançonné. À l'échelle mondiale, on arrive en 4e position des pays les plus rançonnés. Parce qu'aussi, on est considéré comme bon payeur. Alors, c'est un autre sujet déontologique et éthique, mais globalement, on fait partie du top pays rançonné et bizarrement, souvent des États-Unis ou des pays de l'Est. Je vous ai mis ici quelques exemples, témoignages de dirigeants d'entreprises qui ont subi des cyberattaques et qui expliquent le quotidien, à quoi ils ont été confrontés et comment ça s'est passé. Je vous ai mis quelques exemples peut-être aussi en bas. Je pense que c'est pertinent, Benjamin, si on donne des exemples même à l'oral. Je pense à Coaxis ou autre. Ouais, tu veux prendre le relais ? Complètement. Pour vous parler potentiellement de 2 sinistres qu'on a été amenés à gérer et à co-gérer. Le premier, c'est ce dont Cécile parlait, qui est le cas de Coaxis. Donc Coaxis qui n'était pas assuré chez nous, mais qui a impacté des entreprises assurées par Stoic, qui sont des clients experts comptables, puisque Coaxis est une solution cloud. Vous avez certainement entendu ce mot-là. Et ça concernait plus de 1000 cabinets d'experts comptables. En France, il n'y en a pas 36 000 des cabinets. Je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais Coaxis était une très grosse solution et une solution très utilisée par les cabinets d'experts comptables. Et donc, nous, typiquement, comment on est intervenu dans ce cas-là, c'est qu'on a proposé notre aide à Coaxis. Pourquoi ? Parce que les experts comptables nous ont indiqué qu'il y avait une cyberattaque, mais que l'intrusion n'avait pas eu lieu chez eux, mais au niveau de Coaxis. Et dans ces cas-là, comme ça a impacté nos clients, l'objectif était d'aider Coaxis pour qu'ils soient de nouveau opérationnels le plus rapidement possible afin que nos clients ne soient pas impactés. Finalement, Coaxis a préféré travailler avec Orange Cyberdéfense. Je pense qu'ils n'étaient pas assurés contre la cyber, donc ils ont dû en fait aller voir un prestataire professionnel. Donc Orange Cyberdéfense en fait partie. Donc il y a eu une résolution pour le coup assez rapide du problème. Après, dans la reconstruction opérationnelle, c'est-à-dire que pas seulement chasser le cyberattaquant, c'était retrouver la donnée, retrouver les comptes des clients. Là, Coaxis a préféré faire cavalier seul, alors qu'on est revenu à la charge pour essayer de leur proposer notre aide et de reconstituer la donnée. Et c'est là où justement, il y a eu un peu des manquements de la part de Coaxis. Actuellement encore, il y a 15% des experts comptables qui n'ont pas retrouvé leurs données. Donc nous, on est intervenu parce qu'on considère que Coaxis est un outil utilisé par nos clients. Donc, pour certains, pour le coup, assurés qui ont pu avoir de la perte d'exploitation, notre contrat a pu pour le coup couvrir. Donc là, typiquement, on est dans un cas où le client est hébergé dans une solution externe et donc notre contrat essaye de couvrir au maximum. Pour rappel, le système d'information, chez nous, il est très très large. On a l'une des définitions les plus larges du marché. Dans le système d'information, y compris tout ce qui permet à votre client de travailler d'un point de vue informatique. Donc ça va, pour le coup, des médias, des réseaux type Facebook, Instagram, etc.,
jusqu'à votre site web ou votre site e-commerce ou votre site vitrine, en passant par les outils que vous utilisez au quotidien, des licences que vous avez sur votre serveur en propre, ou aussi bien des solutions cloud comme Coaxis. Donc ça, c'était pour le premier cas, le cas de l'hébergement, et on est plutôt content d'avoir eu ce cas-là pour mettre à l'épreuve notre assurance. Le deuxième point, j'en parlais tout à l'heure, typiquement un cas qu'on a géré, qui était assuré et qui est toujours assuré pour le coup Stoic. Et donc là, cas classique, on nous appelle lundi à 8h et on nous dit que tout est crypté, il n'y a plus de possibilité de travailler, il n'y a plus de SAV, il n'y a plus de production, parce que c'était une société industrielle. Et donc là, on a dû monter sur le sinistre en physique. Donc nous, on se déplace chez nos clients quand on est dans ce cas de force majeure. Et donc là, le but était de retrouver de la donnée, de remettre la main sur les sauvegardes pour lancer de nouveau le plus rapidement possible la société d'un point de vue opérationnel, et en même temps de faire ce travail de diagnostic, de recherche, ce qu'on appelle le forensic en cybersécurité, pour voir où est le cyberattaquant, qu'est-ce qu'il a compromis, est-ce qu'il a déjà transmis son virus à des clients, etc., etc. Et commencer à dialoguer avec lui, négocier potentiellement le futur paiement d'une rançon s'il doit y avoir un paiement, mais surtout gagner du temps. Pourquoi ? Pour que l'attaquant ne se doute pas qu'il y a des personnes en interne qui travaillent sur le cas et qui travaillent pour tout simplement l'expulser de l'entreprise. Pour le coup, cette entreprise-là, toutes les sauvegardes étaient cryptées. Donc on était dans la non-possibilité de faire redémarrer la société. Et finalement, il y a quelque chose de miraculeux qui s'est produit dû à l'expérience et à la compétence de notre équipe. C'est qu'on a réussi en fait à crypter le logiciel de cryptage du cyberattaquant. Et en plus de ça, on a fait croire au cyberattaquant, pour éviter de dire que c'était notre réponse incident, que c'est nous qui l'avons attaqué, et on a déposé une demande de rançon sur son propre compte. Mais là, pour vous dire, on était dans le cas miraculeux. C'est déchiffrer un logiciel de cryptage, c'est très rare. En plus de ça, ça coûte très cher en parallèle. Voilà. Ah. Top. C'est vrai que Benjamin a un petit peu anticipé en vous donnant une partie de notre proposition de valeur, mais c'est parfait. La transition est nickel. Je vous disais tout à l'heure, si on grossit un peu le trait, Stoic, on est un assureur spécialisé en cyber. On ne fait que de la cyber. On a une approche qui est un peu différente. On existe depuis un peu plus de 2 ans maintenant. On compte une grosse 60aine de collaborateurs, dont plus de la moitié sont soit des ingénieurs, soit des développeurs cyber. La majorité d'entre eux sont des anciens hackers éthiques, si on résume. C'est-à-dire qu'ils étaient payés par des boîtes du CAC 40 pour venir agir comme un attaquant et déconstruire leur système, dans le but de l'améliorer par la suite, bien sûr. Donc aujourd'hui, la seule chose que l'on commercialise, c'est une assurance cyber qui vient vous protéger si demain vous subissez une cyberattaque, et bien de toutes les conséquences financières qui peuvent en découler. Celles qu'on a vues précédemment, perte d'exploitation, cyberfraude, vol de données, etc., etc. Jusqu'à présent, c'est ce que propose n'importe quel assureur traditionnel en cyber sur le marché en France. Ce n'est pas là où on va se différencier. On propose globalement les mêmes standards que les acteurs traditionnels. Là où on va se différencier, c'est venant du milieu de la technique. On est historiquement des informaticiens qui ont construit leurs produits d'assurance sur base de cette expertise. Donc on a une approche du risque qui est maîtrisée, qui est différente. On comprend le risque et on est aussi conscient que si on propose de l'indemnisation, mais qu'on n'agit pas sur ce risque cyber, on va s'acheter un portefeuille d'assurés sinistrés très fortement. Partant de ce constat très simple, on a développé en interne des outils de prévention, des outils de cybersécurité qu'on ne commercialise pas. Ils font partie du package assurantiel. Ils sont sans surcoût pour nos assurés. Ils permettent déjà de diviser par 2, voire par 3, la probabilité d'attaque. Si malgré tout ça, les entreprises sont tout de même sinistrées, on est les seuls en Europe à avoir internalisé ce qu'on appelle la gestion de crise et la réponse à incident. C'est un terme que Benjamin citait. De manière très concrète, si une entreprise est assurée chez Stoic et que demain elle a la moindre suspicion d'une attaque quelconque, elle aura un numéro de téléphone d'urgence, une assistance 24-24-7-7, qui est internalisée. Donc ce sont nos collègues, nos ingénieurs qui montent sur le sinistre, soit pour soulever le doute en disant tout va bien, pas de loup dans la bergerie, soit au contraire confirment qu'il y a bien un attaquant dans le système. Et là, la mission elle est très simple, le dégager, nettoyer les serveurs, les PC et remettre le système dans l'état initial.
Et ce que disait Benjamin, du forensic, l'investigation technique. Que s'est-il passé? Comment l'attaquant est entré? Quels sont les sauts de puce qu'il a fait pour devenir administrateur? Est-ce qu'il y a une porte cachée pour revenir plus tard? Etc. etc. Alors, je vois qu'il y a une question sur le chat. Benjamin, si l'on est déjà équipé d'un EDR et d'un SOC, votre offre est-elle adaptable? Tu veux prendre ou je prends? Allez. Alors, par offre adaptable, je pense qu'il y a peut-être de se dire, est-ce qu'il y a une négociation tarifaire ou est-ce qu'il y a quelque chose qui impacte le prix? Au niveau de nos assurés aujourd'hui, il y a un profil de risque que l'on peut adapter compte tenu des chantiers qui ont été mis en place. Donc en fait, à mon sens, c'est tout à fait possible d'adapter la tarification par rapport à l'investissement qui a été réalisé. Surtout que ça dépend si on est dans un cas standard chez nous ou dans une étude personnalisée. C'est des outils en effet qu'on va apprécier et qui seront pris en compte lors de la remise de l'étude. Maintenant, l'offre, elle est pertinente quand même pour ces solutions-là. Pourquoi? Alors, ça fait écho avec la deuxième question. Un EDR, c'est une solution, un antivirus 2.0. C'est-à-dire qu'un antivirus, on peut le comparer à un antibiotique, en fait. Et l'antibiotique règle des virus. Maintenant, il a une bibliothèque. C'est-à-dire que si vous utilisez le mauvais antibiotique par rapport à tel virus, eh ben, il ne va pas savoir le lire. L'EDR, il va être beaucoup plus proactif parce qu'il ne va pas chercher dans cette bibliothèque-là. Il va aller beaucoup plus loin. Donc, il va faire ce travail, en fait, d'analyser tout un tas d'informations, pas simplement le malware, de différentes utilisations d'un compte, différentes sollicitations des logs, différentes interrogations des ports, etc. Il va faire remonter les informations à un SOC. Et le SOC est une équipe, en fait, en interne. Généralement, par exemple, Orange le propose, avec des personnes qui gèrent l'infrastructure, sont en mode superviseur, et par rapport à ces éléments-là, ils vont voir si c'est un faux positif, ils vont voir si c'est quelque chose qui est normal, qui paraît anormal, mais qui est normal, ou au contraire, quelque chose qui est anormal, et c'est comme ça, en fait, qu'on peut diagnostiquer qu'il y a potentiellement une intrusion, et donc de faire des investigations. Et là, la réponse incident peut intervenir. Si on résume, le DR, on regarde dans une bibliothèque tous les antivirus qui ont été référencés, mais qui va aussi être en mesure d'analyser un comportement suspect et donc de bloquer ce comportement suspect. Et un SOC? Le SOC, c'est ce dont j'expliquais, c'est-à-dire que c'est des personnes en fait qui sont souvent en externe de la société. Ouais. Alors c'est pas des pompiers, c'est plutôt les personnes qui vont voir le déclenchement de l'incendie et qui vont se dire attention, il faut aller plus loin. Nous, c'est peut-être pas notre expertise et donc il faut faire intervenir une équipe sur place. Et l'équipe sur place, c'est de la réponse à incident. Michael Bordas nous demande, on a un micro-SOC de Orange Cyberdéfense, ça ferait doublon, non? C'est ce dont je réponds, enfin c'est l'élément auquel je répondais. Donc le micro-SOC d'Orange, on le connaît bien. Donc là, c'est typiquement on fait la réunion en fait, hein, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont pas investiguer, mais qui vont surveiller en permanence en fait l'utilisation du système d'information. Maintenant, il faut voir dans le contrat jusqu'où ils vont. C'est-à-dire, est-ce qu'ils font de la réponse incident? Parce que parfois, en fait, ils vont juste voir les alertes et les corriger. Mais dans le cas où il y a un déclenchement de la charge virale, c'est-à-dire que le cyberattaquant se manifeste et crypte l'ensemble de l'information, il faut voir jusqu'où Orange est prête à intervenir. Peut-être que c'est un package complet. Dans ces cas-là, potentiellement, ça fait doublon, mais d'un point de vue technique, parce qu'Orange ne fera pas d'assurance, parce qu'on parle technique beaucoup aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que c'est un contrat d'assurance. Donc, dans tous les cas, en fait, on va se retrouver. C'est-à-dire que si Orange prend toute la partie technique, eh ben non, nous, on prendra toute la partie assurantielle. Et il y a la partie administration. Et c'est une prestation que vous apportez dans votre contrat. Alors, tout à fait. Tous les éléments qu'on vous explique aujourd'hui sont inclus dans notre police d'assurance. C'est ce qui nous permet d'être un acteur proactif. Peut-être que tous les assureurs demain viendront sur ces éléments-là. J'entendais il n'y a pas très longtemps sur l'assurance automobile où en fait on se dit bah tiens vous avez le droit à boire de l'alcool ou faire des after-work, etc. 3 fois durant le contrat parce que si c'est le cas vous nous appelez, on vous enverra un taxi. C'est ce qui permet de créer de la proactivité et de l'anticipation par rapport au contrat d'assurance. Bah, nous, c'est inclus dedans parce que
parler cybersécurité sans faire de prévention et de réponse incident, on ne fait pas forcément de cybersécurité d'un point de vue assurance. Je te laisse reprendre le micro, Cécile. Oui, tout à fait. Donc oui, il faut vraiment avoir en tête, si on résume en une phrase, la seule chose qu'on vend, ce sont des garanties, une assurance qui dit que si demain vous prenez un plomb, on vient vous indemniser. Sauf que maîtrisant le risque et venant du monde de la technique, dans ce package assurantiel et sans surcoût, on y ajoute les outils de prévention et cette réponse à incident internalisée. Plus la gestion administrative, déclaration à la CNIL, etc. Mais Exactement. Voilà, l'obligation d'aviser vos clients lorsque vous êtes attaqué, et ça c'est très très lourd et c'est compris dans le contrat, quoi. Exactement. Je vais avancer un peu les slides pour justement focaliser sur ce que tu dis, Ali. Si on reprend la seule chose qu'on vend, c'est ce qui est affiché à l'écran. Autrement dit, les lignes de garantie sur lesquelles nous, on va venir en tant qu'assureur, vous indemniser si demain la cyberattaque est avérée. Donc, il y a tout un volet gestion de crise dont on a parlé. On est les seuls en Europe à l'avoir internalisé. Aujourd'hui, globalement, le marché en France partage deux acteurs. On a un gros cabinet de conseil qui s'appelle Wavestone, qui accompagne des boîtes du CAC 40 et du grand compte. Et on a un acteur qui s'appelle Inquest, qui est plutôt sur de la TPE, PME, petite ETI. Je vais être très direct avec vous. On a débauché toute l'équipe de Wavestone pour monter cette cellule de crise justement en interne chez Stoic. Et c'est notamment eux qui sont montés, ces super-héros, sur les sinistres que je vous citais, les MMA, les Saint-Gobain, les FH, les M6, dans ceux qu'on a le droit de citer. On a une vraie logique d'avoir internalisé cette réponse à incident, parce qu'on sait que c'est ce qui va faire la différence auprès des entreprises, de se dire si demain je subis une cyberattaque, vers qui je me tourne et en combien de temps ça peut être réglé. C'est ça ce qui est important pour un dirigeant d'entreprise, avant tout. Et on est aussi conscient que ça nous permet de très vite limiter les coûts et les dégâts sur les autres lignes de garantie parce qu'on a cette réactivité nous permettant de réagir très vite en cas de suspicion, adossé au fait qu'on ne découvre pas l'infrastructure, puisque je vous ai dit qu'on avait des outils de prévention qu'on mettait à disposition gratuitement auprès de tous nos assurés et qui nous permettent d'avoir déjà une visibilité sur votre infrastructure informatique. Ce sont des outils qui vont tourner en permanence et qui vont nous et vous donner une veille en continu de votre exposition au risque. Je vous ai mis les 4 outils ici. Alors, je voulais vous faire une petite démonstration en live, mais j'ai l'impression qu'avec ce format Livestorm, je ne vais pas y arriver. Si je clique ici, il ne se passera rien. Bon, c'est pas très grave, on va revenir dessus très rapidement. On a aujourd'hui 4 outils de prévention qu'on vous met à disposition gratuitement. On a un scan externe qui permet, sur base d'un nom de domaine, un site internet, de faire le tour de la maison sans entrer chez vous. On ne pénètre pas. Et en faisant ce tour de maison, on est capable de vous dire « Attention, on voit des portes et des fenêtres qui sont ouvertes. Si nous les voyons, l'attaquant va les voir et les exploiter. » L'attaquant utilise exactement le même scan. C'est pour ça que je vous disais que les attaques étaient opportunistes, qu'on était sur un risque qui était universel, parce qu'une fois que l'attaquant a automatisé ces milliers et milliers d'entreprises qu'il est allé chercher de manière aléatoire, il va les rentrer dans ce scan et il va regarder quelles sont celles qui ont des failles qu'il pourra exploiter. On a notamment développé des campagnes de simulation de phishing. On disait tout à l'heure que 80% des cyberattaques démarrent par l'exploitation d'une faille humaine. En ce sens, on se fait passer nous-mêmes pour des attaquants après la souscription et on va tester, former, sensibiliser vos collaborateurs sur la durée en se faisant passer nous-mêmes pour des Google, des Amélie, les impôts, LinkedIn, Zoom, Microsoft, des tiers de confiance. Tout collaborateur qui tombe dans le panneau est automatiquement redirigé vers une mini-formation en e-learning qui reprend les bases. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quels sont les tips finalement pour ne plus se faire avoir sur les prochaines campagnes de phishing et surtout en cas réel? Puis nous avons 2 scans internes qui sont des scans cette fois-ci ne nous permettant pas de comprendre à quel point il est difficile d'entrer, mais plutôt une fois que l'attaquant est entré, à quel point il lui est facile ou pas de gagner du pouvoir, de devenir justement administrateur. Donc, ça va nous permettre d'analyser quels sont les droits, les permissions entre utilisateurs, administrateurs, est-ce que la politique de mot de passe est assez robuste, et ainsi de suite. Et tous ces outils sont pilotés à travers une plateforme dont vous aurez, sur laquelle aujourd'hui pour laquelle vous aurez accès. Si demain vous avancez sur une souscription avec nous, on vous met à disposition une plateforme vous permettant de piloter ces outils de prévention. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce qu'il y a des questions ou des sujets sur lesquels revenir avant d'avancer? Je vois que Benjamin est en train de répondre en même temps sur le chat.
Voilà, peut-être effectivement comment souscrire. Alors donc, vous pouvez me contacter et avec le nom de domaine. Alors c'est vrai que pour les adhérents Big Mat, c'est surtout des sites vitrines. Mais Oui. par contre, il y a des prérequis. Il suffit de vous rapprocher de moi. On fera le point pour vous faire vous remettre une offre, quoi. Tout à fait. Alors, j'ai passé les slides rapidement, mais globalement, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, approche active. On n'intervient pas uniquement une fois que le sinistre est avéré, mais on essaie vraiment d'être tout au long de la vie du contrat sur une veille en continu. Les outils de prévention, donc au nombre de 4 qui sont mis à disposition sans surcoût dans le package assurantiel. La fameuse réponse à incident, gestion de crise avec nos super-héros, les pompiers qui viennent éteindre le feu en cas de sinistre. Les garanties sur lesquelles on va intervenir. Donc, on a parlé de la gestion de crise internalisée. On vient indemniser tous les dommages, pertes d'exploitation, cyberfraude, transmission de virus. C'est des termes qui font un peu peur, mais ça existe. Et enfin, on intervient notamment sur toutes les logiques de responsabilité civile. Responsabilité civile si demain la donnée fuite et qu'un tiers se retourne contre vous. De même sur la transmission de virus, vous avez transféré accidentellement, sans même le savoir, un virus à un tiers parce qu'il s'était caché dans une boucle de mail. Le virus se déploie chez votre client. Le client se retourne contre vous parce que vous avez été la passerelle ayant permis à l'attaquant de l'atteindre. C'est de la transmission de virus. Et c'est notamment des logiques qu'on vient indemniser. Ce qu'il faut savoir autour de cette notion de RC, fuite de données, atteinte aux données, c'est qu'on n'est pas seulement assujetti aux réclamations des tiers qui se retournent contre vous, mais à des obligations légales. Quand la donnée fuite, vous êtes tenu légalement de prévenir toutes les personnes dont la donnée a fuité que la donnée a fuité. Vous êtes assujetti à des enquêtes et des sanctions données par des organismes comme la CNIL, par exemple. Vous devez vérifier que la donnée qui a fuité, c'est obligatoire, c'est légalement obligatoire, que cette donnée qui a fuité n'est pas utilisée, par exemple, pour ouvrir un compte à la consommation. Donc, c'est tous les sujets sur lesquels nous, on va venir vous accompagner, à la fois d'un point de vue juridique, mais aussi communication interne et externe pour limiter finalement les dégâts, notamment en termes de réputation, d'irréputation. Ça vous semble clair ? N'hésitez pas, hein, je garde le chat ouvert. Si jamais il y a des questions ou des sujets sur lesquels il faut revenir, hop, on reviendra dessus. Je vous ai mis volontairement ici 3 exemples de cyberattaques auxquelles on a été confronté. Donc, ce sont des assurés stoïques. Et j'ai essayé de prendre en fonction des différentes familles d'attaques. Donc, on a le premier exemple qui est une cyberattaque qui a eu lieu autour de la notion d'atteinte aux données. Très classique. Un collaborateur reçoit un mail de phishing. Il ouvre le mail de phishing. Il ne sait pas que c'est un mail de phishing. Il clique sur un lien qui le redirige vers une page miroir d'un applicatif métier sur lequel il a l'habitude de travailler. On lui redemande de mettre ses identifiants, son mot de passe. Sauf que c'est un compte miroir, c'est un site miroir, c'est pas du tout le vrai site. L'attaquant récupère de cette manière toutes les informations et puis après, il fait son bout de chemin pour gagner du pouvoir, voler les données, les revendre, les divulguer. Globalement, cet incident, il aurait coûté à peu près 45 000 € aujourd'hui à l'entreprise. Avec à la fois les notions de perturbation d'activité, donc arrêt partiel ou total de l'activité, la remédiation, c'est ce que je vous disais, les coûts informatiques liés au nettoyage informatique, et ainsi que les frais juridiques. On a notamment plusieurs exemples autour de la notion de cyberfraude. Une administratrice judiciaire, c'est peut-être pas l'exemple qui est mis en avant, mais je pense qu'il est parlant. Une administratrice judiciaire qui fait un virement à son notaire. Elle fait un virement de 85 000 €. 6 mois plus tard, le notaire la rappelle pour la relancer, justement, sur l'impayé. Elle lui dit qu'elle l'a déjà payé. Oui, non, il creuse et puis il se rend compte que le RIB, effectivement, a été changé. Et il a été changé depuis déjà plusieurs mois sans qu'elle s'en aperçoive. 67 000 € les coûts du sinistre, globalement sans stoïque. Et le dernier, c'est le fameux ransomware. Dernier week-end des soldes, site e-commerce qui tombe, donc le vendredi soir à 19h ou 19h30. Sur le dernier vendredi des soldes, le système d'information complètement crypté, avec une demande de rançon. J'ai plus l'estimation en tête, mais ça dépassait les 150 000 €. Et donc, sans stoïque, on est sur un sinistre qui aurait coûté quasiment un demi-million. Parce que perte d'exploitation avec un site e-commerce, c'est un arrêt total de l'activité. Et tout le nettoyage informatique pour remettre le système dans l'état, dégager l'attaquant, nettoyer les applicatifs, les interconnexions et autres, ça chiffre très vite.
on arrive globalement au bout de la présentation. Est-ce que vous avez des... Alors, je vois qu'il y a des questions sur le chat. Votre réponse à incident est-elle certifiée par l'ANSSI? Je peux répondre, mais comme tu veux. Vas-y, allez. Alors oui, notre réponse à incident, elle est certifiée par l'ANSSI puisqu'on fait aujourd'hui, alors on n'en fait pas un argument marketing puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser cet élément-là pour un peu vendre notre approche, mais Stoic fait partie de l'Intercert et du FIRST. Alors juste au niveau de l'Intercert, les équipes de réponse à incident s'appellent des CERT pour le coup, et donc nous, faisant partie de l'Intercert France, on communique avec un petit club de réponse à incident, type de la Société Générale, de l'ANSSI évidemment, qui chapeaute un petit peu l'Intercert France. Et donc là, le but, c'est quoi? C'est d'échanger de l'information, de faire du partage, et donc évidemment d'être validé et d'apprendre en permanence sur les meilleures pratiques du marché cyber, et faire en permanence de la veille, ce qui nous permet d'être encore plus proactifs avec nos assurés. Le FIRST, c'est la même chose que l'Intercert France, mais au niveau mondial. C'est-à-dire que demain, si vous avez un malware type NotPetya qui revient sur le marché, ce qui est fort probable, hein, un virus comme ça qui contaminerait le monde, eh ben, le FIRST, c'est les meilleures équipes de réponse incident, pareil, qui font de la veille, qui font des colloques, qui font de la recherche scientifique, et qui est un laboratoire pour trouver des solutions et pour lutter efficacement contre des cyberattaques. Et Stoic en fait partie, c'est-à-dire que Vincent Nguyen est très connu sur le marché de la cyber. Juste pour vous dire, en termes de nombre de profils, en France, il y en a à peu près 200 des personnes véritablement capables de lutter contre une cyberattaque. Pour le coup, ils ne sont pas nombreux, c'est des profils qui sont très très recherchés. Il faut savoir que l'équipe chez InQuest, je crois, ils sont d'une dizaine de personnes. Chez Stoic, on est un peu plus de 5 aujourd'hui. Donc en fait, le portefeuille d'InQuest, c'est 95% du marché français. Nous, on va dire c'est 5%. Bah, déjà sur notre portefeuille, d'avoir 5 personnes, on est en capacité d'intervenir sur la plupart des cyberattaques et d'intervenir en propre. Tandis que InQuest, dès que vous avez une cyberattaque sur un contrat d'assurance, eh ben, généralement, InQuest délègue ça à d'autres cabinets qui ne sont pas forcément labellisés, mais parce qu'ils n'ont pas la bande passante. Je vois notamment qu'il y a une question de Dominique au cas où, votre contrat prévoit-il la prise en charge d'une rançon et à quel niveau? Oui, nous payons la rançon. Nous payons la rançon à contre-cœur pour des raisons déontologiques, éthiques et parce qu'on n'a pas envie d'être classé comme bon payeur et donc d'augmenter nos chances de se faire attaquer à nouveau. Mais oui, ça fait partie des garanties qui sont présentes dans le contrat d'assurance. On paye la rançon aujourd'hui en dernier recours et elle est simplement sous-limitée à 50% de la limite d'indemnisation globale. Donc, si vous avez une limite d'indemnisation globale à 1 million sur tous les sinistres, la rançon serait indemnisable à hauteur de 500 000 €. Et ce qu'on peut ajouter peut-être par rapport à ce paiement de rançon, donc comme l'a dit Cécile, c'est dans un objectif aussi déontologique, parce qu'il y a des assureurs qui ne laissaient pas le choix, qui disaient on ne paiera pas, sauf qu'en fait, quand vous êtes un dirigeant, un chef d'entreprise et vous avez mis votre vie dans votre entreprise, bah, si payer la rançon, ça vous permet de conserver vos salariés, conserver votre activité et vous remettre de cette situation, alors dans ces cas-là, enfin, nous, ça allait de soi qu'on puisse payer cette rançon-là afin d'aider le dirigeant. Maintenant, on négociera toujours avec le cyberattaquant, soit parce que potentiellement on peut être contraint de payer la rançon, mais surtout, comme je le disais avant, ça nous permettait de gagner du temps. Quand on a réussi à craquer le logiciel de déchiffrage, enfin le malware, le logiciel de chiffrage, excusez-moi, du cyberattaquant, c'est parce qu'on communiquait avec lui et qu'on a gagné du temps. Si l'attaquant mettait trop de pression, évidemment, ça raccourcit le temps de travail et l'exécution est moins exhaustive que ce qu'on a pu faire, que ce qu'on aurait pu faire. Oui, tout à fait. Il y a un vrai jeu double qui se fait dans les cas de ransomware. C'est-à-dire qu'à la fois, on va envoyer un pompier chez eux pour essayer de commencer à décrypter et remettre le système. Et en parallèle, on a des équipes qui négocient faussement, en réalité, avec les attaquants pour la simple et bonne raison qu'on essaie de gagner du temps. On l'a dit tout à l'heure, le temps en cyber, c'est notre pire ennemi. Donc, on va avoir un espèce de jeu double de cette manière qui permet à la fois aux équipes sur place d'avancer en ayant un maximum de temps et à la fois aux équipes qui sont dans la négociation frontale avec l'attaquant
de voir un petit peu dans quel état d'esprit il est, de gagner du temps, de lui envoyer des faux screenshots de la banque en disant que notre virement n'est pas passé. Il nous demande de lui envoyer 100 000 $ en bitcoin. On lui dit qu'on ne sait pas ce que c'est que des bitcoins. C'est ce niveau-là. On va vraiment utiliser toutes nos ressources, toutes nos cartes pour lancer ces deux actions en parallèle. Avez-vous des chiffres sur les entreprises qui ont payé et qui ont été réattaquées par la suite? Bon payeur. Je n'ai pas les chiffres en tête. Je ne sais pas si toi, Benjamin, tu les as. Je ne les ai pas, mais je pense que on peut vous trouver quelques standards là-dessus en se rapprochant de nos équipes de souscription qui, elles, ont une meilleure visibilité sur ce qui se passe sur le marché de manière générale. Sur cette data-là, en fait, il y a peu d'informations parce qu'en fait, déjà, il y a les cyberattaquants. Il ne faut pas forcément leur faire confiance, c'est-à-dire qu'ils peuvent bluffer. Il y a des cyberattaquants qui disent qu'ils ont attaqué une société et qu'elle a payé, alors que ce n'est pas forcément vrai. Parce que là encore, c'est un marché. En fait, les cyberattaques aujourd'hui, s'il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas parce que les cyberattaquants ils sont pas très bons, c'est surtout qu'ils manquent de bras, en fait. Donc, les attaquants, ils sont obligés un petit peu de se payer de belles entreprises, voire de mentir sur le fait qu'ils ont réussi à rentrer dans une belle entreprise et d'avoir obtenu de la rançon pour attirer des profils. Donc, c'est assez rare. Et puis même, les entreprises ne communiquent pas forcément sur le fait qu'elles ont été cyberattaquées et sur le fait qu'elles ont payé la rançon. Donc, pour des raisons qui sont assez simples, mais on l'a dit, forcément, les entreprises aujourd'hui, on a du mal à avoir de la vraie documentation suite à une cyberattaque parce qu'elles sont elles ne veulent pas forcément le dire, elles ne veulent pas forcément partager pour des raisons de crédibilité envers leurs clients et les tiers avec lesquels elles travaillent au quotidien. Malgré tout ça, on arrive quand même à avoir certains témoignages de dirigeants, mais c'est l'arbre qui cache la forêt par rapport au nombre de cyberattaques, ou en tout cas aux tentatives de cyberattaques qu'il y a eu sur le marché l'année dernière. Je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'écrire sur le chat. Je pense qu'on peut prendre encore quelques questions. Et peut-être pour ceux qui seraient intéressés d'avoir une démonstration, on peut faire pas sous forme de live storm, mais ce webinaire. Comme ça, tu pourras présenter votre solution, en fait, finalement. Tout à fait. Tout à fait, oui, effectivement. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à vous rapprocher donc de Ali pour construire un projet ensemble. Et on pourrait notamment organiser des rendez-vous tripartites. On a l'habitude de ce format. Ce sont des visios, tout simplement, d'une demi-heure, 45 minutes, dans lesquelles Ali sera présent, vous serez présent, et nous, on fait monter Benjamin, que vous voyez là sur le webinaire. Et ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse du risque, de comprendre concrètement par rapport à votre activité, par rapport à votre organisation, par rapport à votre taille, quel est le risque auquel vous êtes confronté, plus que de manière générique, et notamment de revenir sur des sujets un petit peu plus techniques, si besoin. Vous montrer la plateforme, les outils, et de répondre à vos questions en ce sens. Avec plaisir, Jérôme. Il y a Martin, je crois, Monsieur Martin, qui pose une question. C'était peut-être la dernière, je ne vois pas d'autres personnes qui écrit dans le chat, si tu veux y répondre. Allez, qui fait l'expertise du dommage et des pertes financières engendrées par une attaque? C'est une excellente question. On est assez flexible dessus, c'est-à-dire que nous avons nos experts, vous avez potentiellement vos experts, et ça peut être, nous, on va toujours vous recommander forcément les experts avec lesquels on travaille au quotidien. Et on est OK si vous ne voulez pas travailler avec cet expert-là pour X ou Y raison. Vous en avez déjà un, vous avez l'habitude de travailler avec lui, vous avez déjà eu des missions en commun, donc vous savez que globalement, il fait bien son travail. On n'est pas du tout jaloux. Au contraire, on peut passer par votre expert ou alors passer sur une solution tierce où on prend quelqu'un de complètement objectif, complètement objectif, quelqu'un de tierce qui viendra trancher, quoi. Mais on a des experts, effectivement, nous, juridiques comme pairs d'exploitation, qui nous accompagnent sur ces sujets au quotidien. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce qu'il y a encore des dernières questions sur lesquelles on peut vous apporter une réponse? Je vois que Dominique est en train d'écrire. Bon, bah parfait. J'ai le sentiment qu'on a fait le tour des questions. Pour rappel, ce webinaire donc, est enregistré. On vous enverra le replay dans la foulée pour aller un petit peu plus loin sur notamment construire un projet, avoir un devis, tous ces sujets purement souscription. Je vous invite à vous rapprocher de Ali, ici présent. Et comme évoqué, si vous voulez aller plus loin sur quel est le risque pour moi,
ou des sujets plus techniques, nos outils de prévention, on peut monter des visios tripartites avec Ali, Benjamin et vous-même. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Puis s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez revenir par curiosité ou autre, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Très bien. Merci à tous. Et merci Cécile, merci Benjamin et Fabio et toute l'équipe donc d'avoir participé et de nous avoir. Donc n'hésitez surtout pas en fait. Donc on reste disponible pour étudier et vos demandes quoi. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.